Bon, bah ouais, j'ai pas l'habitude de vous faire des petits tests sur le blog, des tests d'essais techno, parce que je trouve qu'il y en a déjà pas mal, mais je suis tombé amoureux des liseuses e-book. C'est vraiment un domaine qui me touchait pas avant, et puis avec la chute de prix du Kindle, je me suis dépêché d'offrir un à ma femme. Donc cet objet-là est rentré il y a 15 jours à la maison et depuis, non seulement la technophobe qu'elle est le dévore 2 à 3 heures par jour, mais en plus les enfants commencent à regarder. Et vraiment, le, le livre est un peu... Son usage, c'est depuis 15 jours, 3 semaines, plutôt généralisé dans la famille. Et du coup, j'ai décidé pour moi de me commander un Kobo. Je vous expliquerai pourquoi, même si je suis content du Kindle, je voulais vraiment jouer un peu à la diversité et puis du coup avoir deux appareils, ce qui je pense n'est pas aberrant quand on est 5 à la maison. Voilà, donc j'en profite pour faire une petite vidéo au lieu d'écrire un long billet qui me prendrait beaucoup plus de temps. Je vais vous faire part un peu de mes premières impressions, sachant que lui est utilisé depuis, on va dire maintenant 15 jours, et le Kobo que depuis une demi-journée. Mais comme le week-end des achats approche, évidemment, il fallait que je fasse la vidéo le plus vite possible. Donc, je vais vous parler déjà du form factor. Alors, j'ai sorti l'iPad 1 parce que j'aime bien le comparer. Donc, l'iPad 1, on voit un peu que la taille n'a rien à voir. Donc c'est vraiment pas des objets qui sont comparables, aussi bien pour ce qui est de la lisibilité que de la surface et surtout du poids. Je peux vous dire que même les deux liseuses restent en dessous du poids de l'iPad largement. Donc ça c'est un peu pour comparer les form factors. On retrouve toujours une petite tranche un peu affinée. Dans les deux liseuses, on a la face avant plate et une tranche fine. Voilà pour ce qui est de la comparaison très brève, plutôt inutile de l'iPad 1. Néanmoins, voilà, ça c'est expédié. Pour ce qui est de la différence des boîtiers, des deux, très comparable. Il y en a qui parleraient de copie, n'est-ce pas Gonzague, hein. Kobo copie Kindle, je trouve pas du tout. On a un form factor du Kindle à droite, plutôt on va dire original, parce que non seulement il a des touches un peu, on va dire presque d'un autre âge, hein, ça nous rappelle le Palm avec les touches de fonction. Mais on retrouve également des touches pour tourner les pages sur les tranches. Un allumage en dessous et un branchement. Alors je cherche encore l'utilité de mettre le bouton en bas. Alors que le Kobo, lui, il est peut-être plus sobre et traditionnel. On a une touche d'accueil, on a une touche d'allumage, ou de veille et d'allumage extinction ici, la prise de connexion USB et le slot mémoire qui est ici. Alors j'ai mis volontairement une puce, une carte mémoire, on voit qu'elle dépasse, donc là c'est un mauvais point pour un objet qui est censé être tactile, manipulé, etc. Le fait d'avoir une coupure sur la tranche ici est plutôt un mauvais point. Donc form factor comparable. En tout cas côté taille et côté poids, vous voyez, on est strictement, je dirais, au millimètre près la même taille, peut-être 1 millimètre de plus grand pour le Kindle. Côté finesse, le Kindle l'emporte. Moi je préfère nettement avoir en main le Kindle par rapport au Kobo. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Je préfère aussi lire le toucher du Kindle à la lecture, mais on en parlera plus tard. Donc ici pas de touche, ici plein de touches qui peuvent faire peur. Et pas d'extension mémoire, hein. Ici on n'a absolument pas aucune possibilité d'étendre les capacités. Néanmoins on a vraiment un arrière super agréable, beau, élégant. On est en côté finition, on n'est pas loin des produits Apple, tant qu'on n'appuie pas sur les touches. Parce que là, sur les touches, c'est un autre monde, c'est un truc d'un autre âge. Voilà. Évidemment, notamment parce qu'il n'y a pas de multitouch.
En revanche, les touches sont très bien confirmées et tombent bien en main, surtout pour ce qui est des tourner les pages. Donc pour l'extension, mais pour ce qui est de la finition globale, je préfère le Kindle. Pour ce qui est de l'extension, je préfère le Kobo. Et pour ce qui est de la finition aussi, côté un léger avantage pour le Kindle. Alors, parlons de l'écran. Ici, premier contact avec l'écran, ben, déjà l'écran de veille, côté Kindle, je l'adore parce que d'abord c'est des photos en nuances de noir et blanc très, très intéressantes et pleines de détails. Et à chaque fois qu'on allume et on éteint, on se retrouve avec une autre photo. Je trouve que c'est beau. Voilà. Ce qui rend l'objet un peu une petite traîne, toujours intriguant. Côté Kobo, ben, on a un Fnac.com i2, moche. Ça sent la personnalisation d'OS. Voilà, il n'y a pas d'écriture, c'est écrit nulle part Fnac. Même si j'imagine il est un petit peu, peut-être un peu subventionné par la Fnac, mais aucune présence sur le boîtier. Alors que sur l'écran de veille, il est toujours là et c'est toujours le même et c'est toujours aussi moche. Donc là, comme ça, a priori, vous direz, l'écran du Kindle est quand même super. Oui, mais le problème, c'est que, allumons-le, moi je trouve que côté colorimétrie, l'écran n'est pas du tout le même. Je laisse volontairement assez peu de gris sur les deux pages. Je vais vous sortir une petite feuille blanche pour comparer un peu la teinte. J'espère qu'elle rend bien en vidéo, mais en vrai, à la lumière naturelle, je vous assure, le Kobo vire plus vers des tons chauds qui sont plus proches du papier. Donc le blanc du Kobo est pour moi meilleur. Alors que le blanc du Kindle est plus vers les verts, pas du tout désagréable. On est vraiment dans le pinaillage, mais je préfère le fond de page Kobo. Voilà, pour ce qui est du contraste, on en parlera tout à l'heure. Là, j'ai mes petites notes parce que j'aime bien avoir les notes. Donc ça c'était pour la partie écran. Côté couleur, côté taille, aucune différence. On est vraiment au poil de ce que vous voulez. Prêt. Une différence notamment par le caractère touch du Kobo. On a un décroché ici sur la tranche qui est plus profond côté Kobo et qui fait que on peut avoir une petite ombre un peu qui tombe et peut-être que la jointure entre l'écran et le boîtier est aussi plus agréable côté Kindle. À la lecture, ça me semble beaucoup plus naturel. Maintenant, pour aborder l'IHM, en partant de l'écran, justement, un des avantages aussi de ne pas être touch côté Kindle, c'est que quand vous l'avez en main, et à la lecture, il n'y a aucun risque de tourner une page. Vous voyez, vous pouvez, tout comme un livre, vous pouvez tenir votre objet comme un livre. Même si le pouce dépasse, il ne se passe rien. Alors que du côté Kobo, on est dans du touch. Voilà, c'est normal, je me gourre. Voilà, on est dans du touch, donc c'est sympa. Le problème, c'est que si jamais je dépasse le pouce, je suis rappelé à l'ordre par un tourné de page intempestif. Et ça, c'est sympa. Le touch, c'est sympa. On verra pour se balader dans les menus, mais pour la fonction de lecture, qui est quand même 95% du temps, ça devient, c'est pas un argument, on va dire, ni fonctionnel ni utilitaire pour ce qui est de la lecture pure. Et la position des touches du Kindle, elle, est vraiment tombe bien, voilà, avec les tournées de page ici. Donc, on va revenir à l'IHM, l'IHM interface homme-machine. Je reviens à la maison des deux côtés. Donc là, on n'a qu'une touche, c'est la maison. Ici, la maison, elle n'est pas logique, elle est tout à droite sur l'icône de la maison. Il suffit de lire, mais voilà, les boutons peuvent un petit peu faire peur. Donc, deux façons de considérer l'interface. Une qui est assez chargée
de navigation contextuelle. Par exemple, il y a des fonctions qui ne sont accessibles qu'à des endroits bien particuliers, et en fonction de l'utilisation, notamment par exemple le Wi-Fi, je ne peux choisir le Wi-Fi qu'au moment de me connecter, alors qu'à tout moment je peux paramétrer le Wi-Fi côté Kindle. Donc là où Kobo déroule un peu une interface en fonction des besoins pour garder des apparences pures, le Kindle lui est très, on va dire, robotique. On trouve toutes les fonctions, alors pas forcément situées naturellement, mais elles sont toujours là et toujours prêtes à y accéder. Et quand on n'y accède pas, elles apparaissent grises, alors que sur le Kobo, elles n'apparaissent pas. Donc, deux façons différentes de voir l'interface. L'interface du Kobo est quand même plus léchée, plus élégante. Mais l'efficacité du Kindle reste tout à fait crédible et à jour et pertinente. Donc, la disposition des menus, donc ça, je vous en ai parlé. Le fait qu'ils soient touch, ben évidemment, facilite la déambulation dans les menus. Là où je peux, par exemple, saisir à tout moment un compte. Alors, je ne vais pas me déconnecter de mon compte, mais évidemment, le fait que je sois sans fil, enfin que je sois touch, je peux à tout moment avoir tapoter le clavier contextuel. Alors, c'est une bonne idée. Il faudrait que je vous le fasse apparaître, ce clavier. Mais une fois que voilà, une fois que j'y arrive, dans les annotations, alors, hop, voilà, ouais, j'accède aux annotations, donc je vais faire un surlignage, etc. Et à cet endroit-là, je peux ajouter une note. Donc vous voyez, le clavier, lui, le clavier me permet d'écrire le lavier. Pas grave, j'ai fait une faute. Vous voyez que la saisie d'informations, même si j'ai mis du temps, parce que j'ai pas encore vraiment l'habitude, on y arrive toujours sans problème. Alors que pour ce qui est de, par exemple, la recherche, tout ce qui a accès au clavier du côté Kindle, c'est nettement plus poussif parce qu'il faut faire afficher le clavier ici. Et là, je peux vous dire, il faut au joystick saisir lettre par lettre. Et même si on appelle toujours le clavier avec une touche qu'il arrive très vite, allez vous taper une saisie. Rien que le login de connexion Facebook pour publier des notes est complètement poussif. Donc vraiment, l'IHM Touch prend tout son sens pour la découverte de l'appareil. Même si ça reste un inconvénient pour ce qui est de la lecture, hein, je le répète encore, pour la lecture pure, le touch ne sert à rien et même problématique. Voilà, ça c'est mes impressions sur l'IHM. La dernière impression, c'est concernant le moteur typographique. Alors là, le moteur typographique, j'ai quand même une légère préférence pour le Kindle. Même si le fond de page me paraît meilleur sur le Kobo. Côté moteur typographique, la modification de la taille des polices, je vais faire afficher des deux. Alors vous voyez sur le Kobo, il faut bien appuyer sur le milieu de l'écran et non pas sur les côtés pour ne pas tourner et pour avoir accès au menu. Donc d'un côté, j'ai le choix de faire apparaître le nom des polices, même si elles sont en prévisualisation. Il suffit que je clique par exemple à côté, par exemple ici. Voilà, j'ai en même temps tourné la page. Donc vraiment, il faut à tout moment savoir où on pose le doigt pour changer les paramètres et pour les avoir en temps réel. Du côté Kindle, c'est le petit joystick vraiment en temps réel. Vous voyez, c'est mis à jour. C'est pas plus lent que côté Kobo. Hein. Moi, pour tous les tests que j'ai vus, on parle de la vitesse du Kobo. Là, franchement, je n'ai pas vu de différence, Kobo et Kindle. Côté moteur typographique, j'ai tout de suite une réaction.
J'ai type de police condensé sans sérif, alors que là je les retrouve dans les noms des polices, hein. C'est vrai que côté Kindle, il faut savoir ce que c'est qu'une police sans sérif. L'interlignage, j'ai de l'interlignage des deux côtés. J'ai de la marge en plus variable sur le Kobo. Heureusement d'ailleurs, parce que franchement, elle n'est pas élevée. Et on a un vrai problème de marge parce que comme on a le décroché du bord et des marges, vous voyez, je suis tout complètement à fond pour avoir un peu de l'air entre le bord et la lecture. Et évidemment, possibilité de justification, alors que bon, on n'a pas sur le Kindle, mais ça, on s'en fiche un peu. Et c'est ce qui fait peiner le moteur de typo. Donc c'est pour moi pas vraiment un argument. Donc j'ai vraiment un léger avantage pour le Kindle. Et alors là où il prend carrément l'avantage, c'est côté rotation. C'est que sur le Kindle, on peut faire tourner autrement, faire apparaître autrement les caractères et les pages. Donc on peut le tenir comme ça. Ce qui peut, dans certaines conditions, être plus naturel. Euh, Alors que Kobo, bah, il ne se passe rien, il ne tourne pas, hein, il n'y a pas de rien. Donc vraiment, moteur typographique, avantage au Kindle. Mais et le blanc du Kobo, ben, ça reste le blanc du Kobo. Voilà. Ça pourrait presque être un pitch. Donc voilà pour ce qui est du comparatif pendant des caractères de la lecture. Voilà. Quoi voir encore? Ah, la boutique. Oui, la boutique. Alors, pourquoi j'ai acheté le Kobo? Même si j'étais content du Kindle, je voulais un peu compléter l'offre de la librairie, parce que c'est vrai que quand on va sur la librairie Amazon, acheter dans une boutique Kindle, voilà, il se connecte, donc je passe par un intermédiaire d'écran complètement inutile parce qu'on parle de livres en anglais, donc je m'en fous. Des journaux, il y a vraiment 2 ou 3 titres, on ne rentre même pas là-dedans, et les magazines, il y en aura quand les poules auront les dents. Donc si je vais dans les livres français, vous voyez, vous avez le nombre de livres qui s'affichent tout de suite, on est sur une seule page, et ben il n'y a pas BZF, hein, comme on dit. Donc le choix est certes pas important, mais toutes les nouveautés y sont. Donc pour ce qui est de la lecture, on va dire, de livres d'actualité, le problème n'est pas là. Le problème va se retrouver soit dans les volumes un peu plus on va dire, plus anciens ou moins courts. Donc moi je voulais le Kobo d'une part pour la librairie plus grande sur le papier côté Fnac, et surtout parce que le Kobo accepte les fichiers EPUB alors que le Kindle ne les accepte pas. EPUB étant à peu près, ça met tout le monde d'accord sur la normalité, donc le format du livre électronique, sans parler de DRM. On va dire libre côté EPUB, donc ça m'offrait une alternative par rapport au Kindle. Ça m'offrait la possibilité de voir 2 librairies, et je ne vous cache pas que si ma femme trouve quelque chose qui convient à la boutique Fnac, c'est sans hésiter que je piraterai le format pour passer sur le Kindle une fois le titre trouvé. Donc le fait d'avoir 2 liseuses, et ça donne 2 fenêtres ouvertes sur 2 mondes différents, 2 alternatives pour, on va dire, le même prix. Voilà. Donc ça c'était pour parler de la boutique, en tout cas en théorie, au modèle économique. Pour ce qui est en pratique, vous voyez, enfin vous ne voyez pas, je vais lancer. Je vais passer outre la vitrine de librairie qui n'amène pas un truc utile, mais on va afficher exactement les 2 mêmes choses qui sont les catégories. Du côté Kindle, on a une page de catégorie simple, hein, vous voyez, avec l'accès tout de suite au module de recherche. Et le nombre de titres. Ici, on a un Wi-Fi plus poussif. Pourquoi? Parce que je suis jumelé avec un Wi-Fi moins puissant, mais ça n'est pas grave. Voilà, la liste des catégories. Ici, on les a sur 3 pages. Évidemment, elles sont moins denses. Mais surtout, je vais aller des 2 côtés, chapitre informatique, pour vous montrer. Donc ici côté Kindle, je me coltine 56 pages triées par vente, meilleure vente. Ici, les catégories, je ne peux pas les trier. Donc
je peux pas avoir d'autres critères de tri. En revanche, j'ai des sous-rubriques. Donc là où on n'a qu'un niveau de catégorie sur le Kindle, et donc on peut déambuler, on va dire, on déambule de manière beaucoup plus subie côté Kindle. Kobo, on peut réattaquer sur des sous-rubriques, sous-catégories, et même un niveau, hein, parce que là on a toujours, voilà, on a un troisième niveau. Euh, et donc la catégorisation de la boutique est quand même à l'avantage du Kobo. Et c'est un écho en dernier recours qu'on voit les couvertures. Nombre de pages, voilà. Donc deux façons de déambuler différentes de ce côté-là. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai tout dit. J'espère que cette petite vidéo vous sera utile pour faire un choix de cadeaux ou d'achat perso, hein, vraiment à 100 euros. Je pense que euh, si vous avez un budget lecture conséquent, je pense que c'est le moment de commencer à compter sur l'amortissement généré sur 2 ans par la lecture des e-books. Euh, voilà. Ben, merci et bonne lecture. Alors évidemment, pour mon petit PS post-scriptum vidéo, là c'est vraiment les premières impressions côté Kobo. Si jamais j'en vois d'autres au fur et à mesure de l'utilisation, et l'article sera mis à jour. Au revoir et joyeux Noël!